Donc la thématique qui nous intéresse ce soir, c'est donc agriculture et biodiversité, cultivée avec le vivant, qui nous sera présentée par Olivier Renaud, docteur en écologie chargé d'études agriculture et forêt à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, et Yves de Fromentel, qui cultive sa ferme de Seine-et-Marne en polyculture élevage et défend les valeurs ancestrales de l'agriculture par la gestion holistique de son exploitation biologique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence qui est programmée en partenariat avec la mission Transition écologique d'Arcueil dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Un dernier mot pour vous dire que vous pourrez poursuivre le sujet de ce soir en visionnant le documentaire Anaïs en 2 chapitres qui est programmé cette semaine à Jean Villard. Et celui-ci raconte l'installation d'une jeune agricultrice en Bretagne. Et également, dans le cadre du festival Close Up, vous pourrez visionner, cette fois-ci en présence du réalisateur, un documentaire inédit qui s'appelle La Terre des Vertus de Vincent Lapise et qui retrace la lutte pour préserver les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, qui est une structure qui dépend du Conseil régional principalement, mais également de l'Office français de la biodiversité et qui est le département biodiversité de l'Institut Paris Région. Donc moi je suis en charge des questions d'agriculture et de forêt et je suis là pour vous présenter un peu le contexte donc sur ces questions d'agriculture et de biodiversité. Le plan de la présentation est affiché ici, donc je vais commencer par des définitions pour qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est que la biodiversité. Un petit état de santé de la biodiversité agricole, puisqu'en fait c'est le rôle, vous le verrez, de l'Agence régionale de la biodiversité de travailler sur des états de santé de la biodiversité, pas que agricole. Là, on verra comment accueillir la biodiversité autour des parcelles agricoles et puis à l'intérieur, et ensuite on verra la manière dont vous pouvez contribuer à préserver la biodiversité agricole et les agriculteurs. Alors les définitions, déjà une présentation de la région Île-de-France. En fait, la région Île-de-France, on ne le sait pas forcément, mais c'est 47% de surface agricole. C'est-à-dire que la moitié de la région, alors qu'on est la région capitale, c'est de l'agriculture. Donc c'est une région qui est assez petite, mais qui donc c'est 2% du territoire métropolitain et 20% de la population. Le reste d'occupation du territoire, vous le voyez sur les chiffres, donc c'est 23% d'urbain, 24% de forêt, donc en grande partie à cause des gros massifs de Fontainebleau et de Rambouillet, et puis d'autres petits milieux. Notamment des prairies humides, des milieux humides, etc. L'agriculture en Île-de-France, c'est à peu près 4425 exploitations au recensement agricole de 2020. Et vous voyez sur la carte là, de France, ce sont les cultures majoritaires qui sont mises en œuvre par nos agriculteurs. Donc vous voyez que c'est surtout du jaune. Et en gros, le jaune, c'est plutôt les céréales et autres grandes cultures. Donc effectivement, les grandes cultures, c'est 92% de la surface agricole francilienne et 76% des exploitations. Maintenant, une définition de la biodiversité. Donc la biodiversité, dedans il y a diversité. C'est la diversité des milieux, donc on le voit sur ce dessin, par exemple les forêts, les prairies, les mares, les champs et les cultures, et y compris le sol. Et au sein de ces milieux, qu'on appelle aussi des écosystèmes, on va avoir des espèces. Donc vous avez par exemple le papillon demi-deuil, le ver de terre, le lombric, des araignées, les moutons, le chêne, etc. Et au sein de ces espèces, vous avez de la diversité génétique, donc l'ADN, par exemple l'ADN de plusieurs variétés de blé. Donc on parle de variétés de blé ou de races animales, par exemple pour la race, pour l'espèce vache, vous avez plusieurs races. Donc une diversité des milieux naturels, une diversité des espèces et une diversité des gènes au sein des espèces. Mais c'est pas tout, puisqu'en fait, la biodiversité, c'est aussi la diversité des relations
entre par exemple les espèces, entre les gènes, entre les milieux, etc. Donc là, vous avez par exemple des chercheurs. Alors moi, je vais souvent vous parler d'articles scientifiques qui ont été sortis. Donc je vous mets les références à chaque fois sur les diapos. Et donc là, c'est des chercheurs qui se sont amusés à compter le nombre de relations qui existent au sein d'une ferme. Et donc, ils en ont compté 1500, 560 espèces animales et végétales reliées par 1500 interactions. Et vous voyez, donc en fait, en vert, c'est la flore. Vous avez les pollinisateurs sur la partie du haut. Et puis, vous avez, par exemple, certains parasites comme les pucerons, aphides, les pucerons donc en bleu clair, les parasitoïdes, donc qui vont parasiter les pucerons, etc. Donc ça fait, et puis vous avez des oiseaux qui mangent des graines, etc. Donc en fait, si on regarde bien, il y a énormément, sur une seule ferme, énormément d'espèces et énormément de diversité. Voilà pour la définition de la biodiversité. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, s'il y a des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre ou lever le doigt. Ça va jusqu'ici? Ok. Donc, quel est l'état de santé de la biodiversité agricole en Île-de-France? Alors, nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on publie ce qu'on appelle des listes rouges. Les listes rouges, c'est un outil de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui permet d'établir le niveau de menace qui pèse sur différentes espèces. Et donc nous, on a régionalisé ces listes rouges, c'est-à-dire que ces listes rouges, elles sont établies au niveau mondial, et nous, on les établit au niveau de l'Île-de-France avec nos partenaires. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 8 listes rouges, vous voyez, la flore, les libellules, les papillons de jour, les chauves-souris, les oiseaux, les orthoptères, les amphibiens et les reptiles, et on va sortir les poissons cette année. Là, vous avez le fascicule qu'on a sorti, mais enfin, qui sera publié officiellement cette année. Ce qui est intéressant dans ces listes rouges, c'est les statuts de menace dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, si on regarde pour l'ensemble des groupes qui sont là, on regarde les couleurs. Donc la couleur verte, préoccupation mineure, ça veut dire que tout va bien. En gris, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de données. Mais quand on arrive dans le orange, rouge et violet, on est sur des espèces en danger critique d'extinction et régionalement éteintes, c'est-à-dire éteintes à l'échelle de l'Île-de-France. Et vous voyez qu'il y a en gros, selon les espèces, il y a quasiment entre un quart et, selon les différents groupes, pardon, il y a entre un quart et un tiers des espèces qui sont menacées ou éteintes. Et si on fait la moyenne, ça fait 38% des espèces de l'ensemble de ces groupes qui sont menacées ou disparues. Et les causes de ce déclin des espèces sont identifiées, c'est l'urbanisation, l'intensification des pratiques, notamment agricoles, et le changement climatique. L'intensification des pratiques, qu'est-ce qu'on entend? C'est par exemple la simplification du paysage, ou les insecticides, et notamment les fameux néonicotinoïdes qui ont fait beaucoup parler d'eux dans les dernières années. Donc ça, c'est au niveau de l'Île-de-France. Au niveau national, on a à peu près les mêmes tendances. Donc là, à gauche, vous avez donc les résultats du suivi temporel des oiseaux communs, qui est mené par le Muséum national d'histoire naturelle et la Ligue pour la protection des oiseaux en France. Et ça vous montre l'évolution depuis 1989 de différentes espèces d'oiseaux qui sont réparties dans des groupes. Donc vous avez le groupe des spécialistes des milieux agricoles, en foncé, tout en bas, le groupe des spécialistes des milieux bâtis, donc des milieux urbains, le groupe des spécialistes des milieux forestiers et le groupe des généralistes, c'est-à-dire des espèces qu'on va retrouver en milieu agricole, en milieu forestier, en milieu urbain. Et si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui déclinent le plus, moins 29%, c'est les spécialistes des milieux agricoles. La littérature au niveau de l'Europe donne à peu près les mêmes résultats. Donc vous avez 2 articles là qui sont sortis plus ou moins récemment. Là, celui du haut, il est sorti l'année dernière, en 2023, et il nous explique que on a perdu un quart des oiseaux en Europe en 37 ans et qu'il y a un effet à nouveau dominant de l'intensification des pratiques agricoles.
avec un déclin de 56% des oiseaux dans les milieux cultivés. Et l'article du bas, ça concerne les insectes. Celui-là, on en a beaucoup entendu parler aussi dans la presse il y a quelques années. C'était en 2017, qui dit qu'il y a plus de 75% de déclin en 27 ans dans 63 aires protégées allemandes qui sont entourées de milieux agricoles. Voilà. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Simplement, c'est sous l'influence des politiques agricoles d'après-guerre. Donc l'idée c'était de remonter la France. Donc on a engagé un certain nombre de réformes, vous voyez, agrandissement des parcelles, de sélection variétale. Donc là vous avez un ensemble de variétés de pommes. Mais en fait dans les étals maintenant il y en a plus autant. On a la Golden, la Granny Smith, quelques variétés qui sont en général très productives. C'est le cas par exemple pour certaines variétés de blé qui ont été vraiment pilotées pour être très productives. L'utilisation croissante d'engrais minéraux et puis une spécialisation des régions. Par exemple, nous, vous voyez, sur notre territoire, on est plutôt sur du jaune, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, des céréales. Puis vous voyez des cultures spécialisées, par exemple en orange, c'est les vignes. L'élevage en Bretagne, etc. Donc en fait, on a spécialisé les régions, ce qui explique la situation que je vous ai montrée tout à l'heure. En Île-de-France, nous, on est très spécialisé sur la céréaliculture. Donc mécanisation, agrandissement des parcelles, augmentation des intrants, et puis avec ça, de manière concomitante, on a aussi un effondrement, pas que de la biodiversité, mais également des agriculteurs. Vous avez donc au dernier recensement agricole, on a perdu 10% des exploitations agricoles, 12% des exploitations agricoles en 10 ans en Île-de-France. Certains disent que ce qui s'est passé en agriculture depuis les années 50-60, c'est le plus grand plan social qui a jamais existé en France. Alors, comment est-ce que on peut travailler sur ces questions d'agriculture et de biodiversité? Comment est-ce que les agriculteurs travaillent pour accueillir la biodiversité sur et autour de leurs parcelles? C'est les questions qu'on va aborder maintenant. Donc, quand on parle de biodiversité agricole, il y a évidemment la biodiversité cultivée, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les races animales, les variétés végétales, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les auxiliaires. Dans les auxiliaires, donc des espèces qui vont aider les agriculteurs, vous avez les pollinisateurs. On pense souvent à l'abeille domestique, mais il n'y a pas que l'abeille domestique. En fait, il y a la plupart des pollinisateurs, c'est des mouches, comme celle qui est en haut à gauche, donc on appelle des cirfes. Donc c'est des mouches rayées qui ressemblent à des guêpes. Mais en fait, c'est bien des mouches, des papillons, et puis des coléoptères, mais il y a tout un tas d'autres espèces qui pollinisent les araignées, qui pollinisent les plantes à fleurs. Alors le blé, lui, est pollinisé par le vent, mais tout ce qui est légumes, les tomates, les courgettes, tout ça, c'est pollinisé par les insectes. Et si vous n'avez pas d'insectes, vous n'avez pas de production, de certaines productions végétales. Deuxième catégorie, les prédateurs des ravageurs. Vous avez, celle qui est la plus célèbre, c'est la coccinelle. Vous voyez ici une coccinelle qui est en train de boulotter des pucerons. Et en haut à gauche, là, vous avez ses œufs. Donc elle a pondu à l'endroit où ces petits auront de quoi manger. Mais vous avez d'autres insectes, par exemple la chrysope ou les carabes, qui sont des prédateurs de mollusques, qui sont extrêmement intéressants aussi. Et puis vous avez aussi des vertébrés, les renards qui prédatent les campagnols, les crapauds qui prédatent aussi les limaces, certains insectes, certaines larves. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on va appeler les ingénieurs du sol, avec très important les vers de terre, les champignons, vous avez du mycélium, là, donc c'est des filaments de champignons, des bactéries et puis d'autres espèces comme les cloportes, les mille-pattes, etc. Alors, pour accueillir la biodiversité autour des parcelles, cette biodiversité, l'idée c'est d'avoir une diversité de milieux. Si vous avez une grosse diversité de milieux, vous aurez une grosse diversité d'espèces. Ça se comprend. On le voit avec ce dessin qui a été publié en 1997. Donc, vous voyez, quand vous simplifiez le milieu, vous avez moins d'espèces. Alors, évidemment, si vous recomplexifiez le milieu, vous allez avoir plus d'espèces.
Et c'est ce qu'on voit. Donc en fait, l'idée c'est de multiplier les milieux, donc on appelle ça des niches écologiques. Donc, par exemple, les oiseaux, toutes les espèces n'ont pas forcément la même niche écologique, donc il va y avoir des oiseaux granivores, d'autres qui sont insectivores, des oiseaux qui vont nicher en cavité dans des arbres, des oiseaux qui vont nicher plutôt dans les arbres, dans des nids, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la niche écologique. Et donc là, la science nous dit que les prédateurs, l'activité des prédateurs naturels est augmentée, vous voyez, dans 80% des cas par la présence d'habitats herbacés. Donc par exemple, les bandes enherbées qu'on voit sur la deuxième photo. Dans 71% des cas par la présence d'habitats boisés, ça peut être des bocteaux, ça peut être des haies. Et puis à 70% dans tous les cas, quand il y a une hétérogénéité spatiale, donc quand il y a tout un tas de milieux différents. Réduire la taille des parcelles, c'est aussi intéressant parce qu'il y a certaines espèces, comme les carabes dont j'ai parlé à l'instant, qui sont pas capables de faire des grandes distances dans le champ. C'est-à-dire que là, si on avait une seule parcelle, les carabes qui sont ici pourraient aller jusque-là, mais ils pourraient pas aller au milieu du champ. Donc ils peuvent pas avoir un effet dans le champ. Donc l'idée, c'est de faire comme on faisait avant, hein, c'est-à-dire de diviser la taille des parcelles, d'avoir des parcelles plus petites. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire autour des parcelles. Créer des mares, des tas de bois, des tas de pierres, etc., qui vont accueillir, même sur les bâtiments agricoles, par exemple, les hirondelles, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire autour des parcelles, et donc c'est ce que font les agriculteurs. Alors il y a d'autres pratiques qui se font, cette fois-ci, qui sont mises en place dans les parcelles. Dans les parcelles, on va aussi... donc l'idée, hein, c'est d'utiliser cette biodiversité qui nous offre des services gratuits. Hein. C'est-à-dire qu'elle travaille gratuitement pour l'agriculteur, et vous allez voir que c'est parfois plus rentable. Donc la plus connue, c'est l'agriculture biologique. Donc vous avez ici en Île-de-France l'évolution du nombre d'exploitations en bio depuis 1997, fournie par le groupement des agriculteurs biologiques. En Île-de-France, c'est à peu près 7% de la surface qui est la surface agricole qui est en bio, et à peu près 15% des exploitations. Donc la bio, hein, je vous rappelle, il y a un cahier des charges qui définit qu'on n'utilise pas de pesticides ou d'engrais de synthèse. Alors est-ce que l'agriculture biologique a un impact sur la biodiversité, qui a un impact, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est des auxiliaires, sur les pratiques? Ben oui. Là, vous avez par exemple une étude qui vous donne le nombre d'études. Donc pour les différents groupes qui sont alignés en bas, le nombre d'études qui montrent un effet positif de la bio ou un effet négatif. Donc vous voyez que globalement, pour l'ensemble des groupes, c'est toujours plus positif, quoi. Et puis, il y a deux autres études ici qui sont en bas à droite qui vous montrent que dans les exploitations en bio, on a une abondance qui est 50% supérieure et un nombre d'espèces 30% supérieur d'oiseaux, d'insectes prédateurs, d'organismes du sol, de plantes et de mammifères. Donc voilà pour la bio. Une autre agriculture qui est aussi intéressante, qui émerge pas mal et qui s'intéresse aux ingénieurs du sol, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez les vers de terre, hein, donc ils ont un rôle de recyclage, de brassage de la terre, mais issu d'amélioration de la porosité du sol. Un sol qui est poreux, il retient plus l'eau. En cas de sécheresse, de changement climatique ou d'inondation, d'événements climatiques extrêmes, ça peut être intéressant d'avoir un sol qui est poreux. Et puis aussi, donc il y a les vers de terre et puis aussi les mycorhizes. Donc les mycorhizes, en fait, là vous avez une racine de plante que j'ai dessinée, et puis vous avez des petits filaments qui sont fixés sur cette racine et qui sont en fait des filaments de champignons. On appelle ça des mycorhizes, myco-champignons, racines. Et en fait, ces mycorhizes, ils vont avoir un rôle de symbiote par rapport à la plante. Vous voyez que des petites racines comme ça prospecte un volume de terre qui est très très important. Donc ils vont lui apporter l'eau et les éléments minéraux. Et puis la plante, elle va fabriquer du sucre qu'elle va transmettre aux champignons. Donc l'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui protège ces organismes du sol. Les trois principes, c'est la réduction, voire l'abandon du labour, la couverture des sols toujours couverts. Pas de sol nu.
et puis un allongement des rotations. Alors les rotations, qu'est-ce que c'est? Sur une même parcelle, d'année en année, on va faire tourner différents types de cultures. Donc là, vous avez une rotation simplifiée avec une prairie, du pois, du blé, et puis l'année suivante, le blé il va changer, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation. Et en fait, l'idée de l'agriculture de conservation, c'est pour éviter les mauvaises herbes, parce qu'en fait, lorsque vous cultivez toujours la même chose au même endroit, vous avez des adventices, donc des mauvaises herbes, qui vont venir s'installer. Et donc l'idée, c'est de perturber un peu les mauvaises herbes. Et vous voyez ici sur ce graphique le nombre d'espèces cultivées en rotation en bas et la densité des mauvaises herbes en haut. Donc vous voyez que plus vous avez d'espèces cultivées en rotation, sans herbicides, sans désherbage, là en théorie, plus vous diminuez la quantité de mauvaises herbes. Donc ça, c'est une des manières de garder des sols couverts et de réduire les produits en herbicides. Cette étude, elle vous montre, donc là, c'est pareil, on va regarder donc ces différents groupes, vous voyez les bactéries, les champignons, les cloportes, des arthropodes du sol, des araignées, des carabes, etc. Donc ça, c'est des organismes qui sont présents dans le sol. Et vous voyez que on va comparer, donc ça c'est une étude qui a été faite à Versailles, je crois en 2014, voilà, c'est ça. Et on compare la diversité des organismes du sol pour 3 types d'agriculture. L'agriculture conventionnelle en bleu foncé, l'agriculture biologique en bleu un peu plus clair, et l'agriculture de conservation des sols en encore plus clair. Et vous voyez que pour les organismes du sol, l'agriculture de conservation des sols est un petit peu meilleure. Donc, ce qu'on commence à comprendre peut-être, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est de diversifier les différents types d'agriculture. Vous voyez, il n'y a pas une agriculture qui est ultra performante et les autres qui sont moins bonnes. Enfin, en général, la conventionnelle est toujours un peu moins bonne. Voilà, bon, ça. Mais voilà. Donc, alors il y a des agriculteurs qui font aussi de l'agriculture biologique de conservation des sols. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mais il y en a qui le font. Moi, j'en connais peut-être 5 ou 6 en Île-de-France. Je ne sais pas s'il y en a plus. Mais autre pratique intéressante pour la biodiversité, la réduction des engrais minéraux. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi une publication donc qui est un peu ancienne, qui vous montre que plus vous fertilisez, moins vous avez d'espèces d'oiseaux ou de plantes dans les champs. Donc un effet négatif des engrais minéraux. Alors, autre effet négatif qu'on connaît tous, c'est l'enrichissement des milieux, notamment des milieux humides, les algues vertes, etc. On en a tous entendu parler. Vous avez peut-être vu le film ou lu la bande dessinée Algues vertes, qui est lié à l'utilisation de ces engrais ou pour la Bretagne les effluents des fermes. Alors comment se passer pareil, on va utiliser la biodiversité pour se passer des engrais minéraux. Alors 2 solutions. Oui. C'est des engrais qui. Alors la question c'était qu'est-ce que concerne les engrais minéraux? Non, c'est pas ça. C'est plutôt engrais minéraux, donc procédés à beurre poche notamment pour craquer du gaz pour avoir des oxydes d'azote, beaucoup. Ouais. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre apport excessif d'oxyde d'azote et puis la réduction des espèces herbacées et tout ça? Est-ce que c'est des effets de toxicité ou c'est une autre cause? En fait, il y a certaines espèces, alors pour la flore en tout cas, il y a certaines espèces, il y a très peu d'espèces qui aiment les sols très riches. Là, il y a une sorte de paradoxe. Si vous voulez avoir une diversité floristique riche, il faut des sols pauvres. Donc vous allez avoir des orties, les rumex, le gaillet, etc. Donc ça, c'est des espèces qui aiment les sols, on appelle ça nitrophiles, donc beaucoup d'azote. Et puis la plupart des espèces qu'on aime bien, nous, les orchidées ou les choses comme ça, il faut des sols très pauvres. Alors, 2 solutions pour l'azote. Donc la première, c'est des solutions qu'on pratiquait auparavant, c'est introduire des légumineuses dans les rotations. Donc les légumineuses, c'est les pois, les lentilles, les haricots, les trèfles, les luzernes, etc. Parce qu'en fait, ces espèces-là, vous avez une févrole ici, ces espèces-là, elles ont dans leurs racines des petites usines
avec des bactéries qu'on appelle des rhizobiomes, qui vont capter l'azote de l'air et qui vont ensuite les donner à la plante. C'est pareil, c'est une relation symbiotique. Et donc, en fait, ça va permettre de capter de l'azote. Et cette plante-là, elle va permettre d'enrichir le sol. Donc, soit la culture est détruite et enfouie, et puis ça vous enrichit le sol, ou alors elle peut être, peu importe, elle peut être consommée par exemple par des bêtes. Alors, deuxième possibilité d'avoir de l'azote organique, c'est donc des expériences qui sont menées en Île-de-France en ce moment là, pas mal, avec une structure qui s'appelle Agrophile, qui fait pâturer des éleveurs dans des champs de céréales. Premier intérêt, les moutons piétinent les pousses de blé, donc ça va favoriser le talage, c'est-à-dire la multiplication des tiges de blé. Et puis, ils vont fertiliser avec leurs excréments, ils vont fertiliser la terre. Et le troisième effet qui se coule, en plus, ils mangent les limaces. Parce que en fait, ils font pas trop attention à ce qu'ils mangent, donc ils se sont aperçus qu'il y avait moins de limaces. Mais ça, c'était pas vraiment prévu à la base. Donc ça, c'est pour les engrais. Et puis, un autre problème aussi, c'est ce qu'on appelle aussi les pesticides de synthèse. Donc vous avez une carte qui a été produite par l'association Solagro, qui vous montre l'indice de fréquence des traitements phytosanitaires dans les surfaces agricoles. Vous voyez que nous, on est pas mal. Donc en fait, ici, nous, on a, ce que vous avez en rouge, en gros, c'est les céréales et les vignes. Alors quel est l'impact de ces pesticides? On comprend, dans pesticides, vous avez peste et puis cide. Cide, c'est le même que dans homicide, féminicide, parricide, hein, on comprend ce que ça veut dire. Donc en fait, dans un insecticide, forcément, il va y avoir un impact négatif, là vous voyez sur le carabe. Un herbicide, il va y avoir un impact négatif sur les plantes. Fongicide, ce sera sur les champignons. Il faut savoir que les mycorhizes, c'est des champignons. Et puis, après, s'il n'y a plus d'insectes, tous les oiseaux, y compris les granivores, les insectivores et les frugivores, ils nourrissent leurs petits avec des insectes. Donc, on a déjà parlé du déclin des insectes tout à l'heure, j'en reparle pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette publication-là, ils montraient qu'il y avait plus de pucerons. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prédateurs et les parasites des pucerons, etc., ils étaient dégommés par les insecticides, ce qui fait que ça favorisait les pucerons, ce qui était un peu l'effet inverse de ce qu'on voulait. On peut voir sur le graphique du milieu, là, vous avez des champs qui ne sont pas traités, des champs qui sont traités à faible dose et des champs qui sont traités à forte dose avec un insecticide néonicotinoïde dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez et donc ça, c'est sur les femelles bourdons. Les femelles bourdons, par exemple, le bourdon terrestre, c'est une espèce qui pollinise les tomates dans les serres. C'est vachement intéressant d'avoir du bourdon. Donc vous voyez que sur les reines produites par ruche, en fait, même un traitement à faible dose a un impact sur ces femelles bourdons. Et puis, cette autre étude, là, il y en a d'autres, qui montrent qu'en plus les produits sont pas sélectifs et que 0,1% des pesticides atteignent réellement leur cible. Donc vous voyez, si on peut s'en passer, c'est quand même tant mieux. Et donc favoriser les espèces prédatrices de ravageurs dont je parlais tout à l'heure, avec des haies, avec des pratiques qui font que en éliminant les pesticides, etc., ça peut avoir un intérêt. Dernière pratique intéressante, c'est pareil, qui commence à bien émerger en Île-de-France, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est tout ce qui est agriculture qui comprend des arbres. Donc des haies, des bosquets, etc., des haies au milieu de champs de céréales, ça se passe pas en Île-de-France, là, en haut à gauche, parce que nous, on est plutôt en démarrage, donc on est plutôt sur la deuxième image, mais ça va venir. Et donc l'arbre devient une culture. Ça peut être des noyers, ça peut être des fruits à coque, ça peut être des pommiers, des poiriers, des peupliers pour faire du bois, etc. Donc en fait, l'arbre, il va devenir une culture. Alors ce qui est intéressant pour l'agriculteur, c'est qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et donc, ça permet d'avoir aussi une production supplémentaire. Alors, pour le cas des poules, c'est intéressant parce qu'en fait, les poules, lorsqu'elles voient un rapace dans le ciel, souvent, hop, elles se mettent à l'abri des arbres. C'est moins stressant pour les poules et c'est un comportement naturel des poules. Alors là, vous avez tous les bénéfices de l'arbre, donc brise-vent,
rétention d'eau, fourrage ligneux. Donc en fait, on peut aussi mettre des bêtes à manger sur les jeunes bourgeons. En fait, c'est toujours intéressant de voir des vaches qui vont brouter les jeunes bourgeons. Un refuge pour les pollinisateurs. Bon, voilà. Il y a tout un tas de... Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et donc il y a une étude qui s'est intéressée aux effets de la diversification aux différentes modalités de diversification végétale en agriculture. Donc, qui a été publié tout récemment en 2021. Donc, l'agroforesterie, les cultures de couverture, on en parlait tout à l'heure avec l'agriculture de conservation des sols, la rotation des cultures, les cultures associées, je vais en parler tout à l'heure, et les mélanges variétaux. Et donc, vous voyez que c'est celle qui coche le plus de cases en matière de services rendus par la nature, c'est l'agroforesterie. Alors maintenant, moi je vais m'arrêter bientôt là. Il y a tout un tas de pratiques, je peux pas toutes les décrire, des pratiques que mettent en œuvre nos agriculteurs pour s'appuyer et préserver la biodiversité. Mais en fait, les agriculteurs, ils peuvent pas travailler tout seuls. Enfin, on peut pas leur demander de faire ça tout seul. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner. Économiquement, ça peut avoir un coût, par exemple, de travailler avec la biodiversité. Ça peut avoir un surcoût. Et puis, surtout, c'est compliqué parce qu'il y a une sorte de verrouillage qui a été mis en place avec les lois d'orientation agricole dont je parlais tout à l'heure, avec la PAC, etc. Il y a une sorte de verrouillage qui fait que c'est compliqué de revenir en arrière pour un agriculteur. Là, par exemple, on regarde, j'ai parlé de la spécialisation des régions agricoles. Ben, chez nous, en Île-de-France, ça induit la disparition de l'élevage. Donc la disparition des prairies, qui sont extrêmement précieuses pour la biodiversité. La simplification de l'assolement, donc des rotations plus courtes, on a retiré les légumineuses. Et donc, on a eu recours aux engrais azotés. D'ailleurs, la distribution de l'élevage a aussi induit le recours aux engrais azotés. La sélection de variétés très compétitives dont j'ai parlé tout au début, ça donne des variétés qui sont effectivement qui sont très productives, mais qui sont plus fragiles. Donc du coup, il faut utiliser des pesticides pour les défendre. On parle aussi de produits phytopharmaceutiques. Et donc l'ensemble de ça mène à la pollution, aux pollutions et au déclin de la biodiversité, avec les trois compartiments dont j'ai parlé tout à l'heure: sélection variétale, réduction génétique, disparition des espèces, disparition des habitats, etc. Et ça va pas nous aider pour le changement climatique. Alors je donne un tout dernier exemple. Un dernier exemple de pratique qui est intéressante et qui va vous illustrer cette histoire de verrou dont je parlais tout à l'heure, c'est les cultures associées. Il est possible, par exemple, de faire pousser des lentilles sur du blé. Donc en fait, on va essayer de faire des associations végétales, vous voyez, par exemple, de faire pousser de la févrole et du blé, ou du pois et du blé, de l'orge et du pois, etc. Et en fait, ce graphique, il est intéressant parce que ici, vous avez le rendement moyen des cultures pures, donc juste le blé, juste le pois, et puis là, vous avez le rendement des cultures associées. Au milieu, là, la bissectrice, c'est quand le rendement moyen de la culture seule, il est égal au rendement des cultures associées. Et vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un rendement qui est supérieur quand vous avez une culture associée. Donc ça, c'est vachement intéressant. Le problème, ça c'est l'avantage, le problème c'est qu'il y a des inconvénients. Un des inconvénients, c'est le tri. C'est-à-dire il faut évidemment trier entre les lentilles et le blé. Il y a des machines, il y a des trieuses optiques, etc. Mais ça coûte un certain prix. Il y a des coopératives qui le font. Donc il y a des cultures qui sont faciles à récolter, difficiles à séparer. Je ne veux pas m'étendre sur ce graphique, mais c'est pas toujours facile. Le deuxième point, un deuxième inconvénient, c'est que les fabricants ou les éleveurs sont pas toujours prêts à passer du soja aux protéines végétales. Les filières de distribution sont pas toujours prêtes à diversifier leur offre. Et puis moi, j'aimerais bien savoir ici quelles sont les personnes qui mangent des légumineuses à tous les repas. Il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Donc, association légumineuses et céréales. Repas complet, pas besoin de viande, etc. Bon. Et donc, pour terminer, vous votez avec votre carte bleue et vous avez la possibilité de changer les choses, d'accompagner nos agriculteurs avec votre consommation, notamment. Alors vous, ce sera peut-être pas la restauration collective, sauf si vous êtes élu. Ou si vous êtes agent de collectivité, mais la restauration de collectif, c'est extrêmement intéressant pour nos agriculteurs. Les ventes à la ferme, les épiceries solidaires, les cueillettes, les AMAB, et puis évidemment, allez voir vos agriculteurs, discutez avec eux, et vous allez voir que il y a un certain nombre de contraintes que vous pouvez lever. Ma dernière diapositive, c'est celle-ci. À l'Agence régionale de la biodiversité, on a édité un guide agriculture et biodiversité. J'en ai un exemplaire ici, mais il est téléchargeable sur notre site internet, qui vous raconte tout ce que je vous ai dit là, plus d'autres trucs en plus. Et on a fait un petit film qui dure 7 minutes, qui vous raconte aussi, qui vous résume tout ce que je vous ai dit là. Voilà, moi je vais m'arrêter, et juste à retenir, diversifier, réconcilier tous les types d'agriculture, et évidemment, accompagner les agriculteurs. Merci pour votre exposé. 3 questions qui me turlupinent un petit peu. Vous avez parlé à juste titre des insecticides et des pesticides qui normalement devraient être en voie d'interdiction vu les dégâts qu'ils font dans le sous-sol. Seulement, combien d'agriculteurs, quelle proportion d'agriculteurs respectent la réglementation et comment les y inciter? D'autre part, vous avez survolé la politique agricole commune. Je sais qu'il y a il y a un certain nombre, normalement c'est fait pour réguler l'agriculture sur l'ensemble de l'Europe, et pourtant il y a beaucoup d'agriculteurs français qui sont pas vraiment d'accord, et qui dans certains cas préféreraient travailler et produire plutôt que d'être payés à ne rien faire. Et je me rappelle d'un point précis aussi qui était dénoncé à l'époque par l'abbé Pierre, c'est que certains agriculteurs pouvaient être, abbé Pierre ou d'autres, certains agriculteurs pouvaient être pénalisés ou obligés de jeter des productions de lait qui auraient fait le bonheur de monde du tiers-monde. Voilà. Oui, alors pour les insecticides et les doses, donc il y a des doses qui sont théoriquement conseillées. Ça coûte un peu cher ces produits-là, donc je pense pas qu'il y ait des agriculteurs qui se mettent à arroser comme des malades. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une sorte de verrouillage. C'est-à-dire quand vous avez des variétés qui sont un petit peu faibardes et quand vous avez plus de biodiversité, quand vous êtes dans la situation que j'ai montré tout à l'heure là avec morne pleine, vous avez plus d'auxiliaires. Il ne reste plus que les insecticides à mettre sur les productions. Il y a aussi un autre élément, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure avec Monsieur de Fromentel, parce que moi je suis pas agriculteur, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, et notamment des contraintes de connaissances que les agriculteurs ne savent pas forcément. On leur a appris à faire comme ça. Et puis, parfois, ils ont des coopératives qui leur disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On les a un petit peu dépossédés de leur savoir-faire. Donc, sur les insecticides, moi, je ne jette pas la pierre aux agriculteurs. Tout ce que je raconte, là, c'est factuel, quoi. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Pour la PAC, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Monsieur de Fromentel, mais effectivement, c'était quelque chose qui était censé être bien fait à la base et qui a un petit peu vrillé, quoi. Bien, bonjour à tous. Donc moi je suis un paysan en Seine-et-Marne, un peu en voie de disparition, mais je défends ces valeurs paysannes parce que le paysan c'est le premier acteur de votre santé et que le sens de mon métier c'est de bien vous nourrir, c'est de vous donner la santé. Alors j'ai eu la chance d'avoir, on n'a pas une grosse exploitation pour la région, parce que vous allez dans la Creuse, c'est une grosse exploitation, on a 170 hectares. Mais autour de nous, on a 800, des exploitations de 800 ou 1000 ou 1500 hectares. Bon, je crois que la moyenne doit être autour de 350 aujourd'hui hectares par exploitation en moyenne. L'élevage est en voie de disparition.
parce que c'est contraignant, parce que on trouve de moins en moins de monde pour se faire aider. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. Et ça, le monde a poussé à aller en vacances, on a des droits de se reposer. Avant, on pouvait se reposer parce qu'il y avait du monde qui travaillait et on était en rotation, en quelque sorte, de temps de travail. Alors, cette exploitation est une exploitation familiale que j'ai récupérée, que mes parents m'ont cédé. J'ai toujours travaillé à la ferme. Et moi, les vacances, c'était à la ferme. Je préférais faire ça que d'aller... une semaine, ça allait, mais après, il fallait que je fasse la moisson, que je ramassais les ballots de paille, le foin, et ça, il y avait de la vie. Et puis, on avait une dizaine de personnes qui travaillaient chez nous, qui venaient à vélo à la ferme pour travailler. Et puis, on avait des poules, des canards. J'ai pas connu les cochons, mais j'ai connu les moutons, les vaches. Et tout ça faisait qu'on transformait. On faisait du beurre, de la crème, du fromage blanc. Et les gens venaient acheter à la ferme. Donc ce circuit court, je l'ai connu quand j'étais jeune. Et puis on a vu ça disparaître. Bon, mon père a été maire pendant plus de 40 ans. Il s'est occupé de tas d'associations. Il était tourné vers les autres. Donc ça, c'est pour nous un héritage extraordinaire. On a eu une éducation quand même très, très riche par l'exemple. Et du coup, c'était des salariés qui étaient là et qui faisaient tourner la ferme par leur qualité de travail, par leur conscience professionnelle. Le patron était quelqu'un qui n'aurait jamais laissé la famille tomber, mais inversement, fallait que les choses soient bien faites et on pouvait se reposer sur eux. Et tout fonctionnait et tout le monde était heureux. Et on nourrissait la population localement. Les villages, la France est née de la ruralité, et on était très heureux dans la ruralité, et pourtant on travaillait dur. Mais on était heureux et personne avait faim. Tout le monde, parce qu'il y avait une solidarité entre tout le monde. Et je me souviens même avoir vu à l'époque, on appelait ça les clochards avec leurs baluchons qui allaient de ferme en ferme, et ils ne faisaient que ça, c'était leur vie. Ils aimaient ça, mais jamais... Alors, ils demandaient de pouvoir manger quelque chose et d'avoir de quoi dormir. Mais jamais ils auraient accepté qu'on leur propose ça si on ne leur donnait pas un service en échange. Il y avait l'honneur de chacun. Et tout ça, on a vu, ça a évolué. Et moi qui étais pas orienté vers le monde agricole, j'étais plutôt orienté vers le développement de la mécanique. J'ai fait des études pour ça, et c'est mon frère qui devait reprendre l'exploitation. Mais mon frère a décidé, il a été appelé, et il est rentré dans les ordres. Du coup, on m'a posé la question, est-ce que tu reviens? Et je suis attaché au patrimoine, et j'ai dit, il y a du sens à donner à ma vie en reprenant cette exploitation, et c'est pour ça que je suis revenu. Mais du coup, j'ai pas voulu... mon père avait gardé les vaches. À l'époque, on avait 80 vaches, on avait entre 80 et 100 vaches. On produisait à peu près 8000 litres par vache par an, 8500 litres. Donc ça faisait 800 000 litres de lait produit par an, qui était transformé en brie de Melun, AOC. Alors, ce lait... À l'époque, les vaches, c'était de la Holstein, sachant que la race locale d'antan, c'était de la française frisonne pinois, qui ressemble un petit peu à la petite bretonne, et les normandes. Et ces races-là ont disparu parce qu'il fallait produire. Et en fait, mes parents sont de la génération où on a démarré, c'est l'après-guerre, on a démarré cette agriculture dans la course aux économies d'échelle. Et comment on a fait ça? Si vous allez voir le film Les algues vertes, on vous l'explique très bien. Après la guerre, les Américains, qui voulaient être les maîtres de nos pays,
on dit il faut nourrir le monde. Donc il faut produire. Alors nous, on va vous apporter de la mécanisation. Donc, fallait acheter le tracteur. Pour acheter le tracteur, on crée la banque. À partir du moment où on emprunte, on est comme ça. Et on n'a pas d'autre choix que de courir dans la course aux économies d'échelle. Et là, on oublie le sens de notre métier. On est là pour produire plus, s'agrandir, optimiser les amortissements. Et là, vous avez les paysans qui disent, moi, je garde mon cheval, je dépense pas, j'emprunte pas. Alors, ils ont inventé le remembrement. Parce qu'avant, la France, et j'ai trouvé que les statistiques, ce que vous avez montré, les études, montrent bien tout ce chemin et la pratique que je défends. Parce qu'on a entraîné l'agriculture, vous l'avez très bien dit, dans un schéma de dépendance. Je veux garder ma liberté. Elle est trop précieuse. Et le remembrement, il y avait une petite parcelle là, une petite parcelle, une autre à 1 kilomètre. Alors c'est sûr que celle qui était à 1 kilomètre, le paysan avec son cheval, il la mettait en pâture. Parce qu'il n'avait pas le temps, le cheval, il fallait qu'il se déplace, qu'il fasse 1 kilomètre, il revenait. Ils avaient des horaires, on se levait tôt le matin. Mais on s'arrêtait boire un petit coup de gnôle parce que on travaillait fort, plus le petit saucisson, vers 10 heures. Mais à midi, on allait manger. Donc le cheval, il rentrait. Et donc, on a fait un roman en disant, ben voilà, écoute, celui qui a acheté plein de tracteurs, on va regrouper toutes les terres devant chez toi. Et puis, toi, t'as pas acheté de matériel, alors on va regrouper toutes les terres devant celui qui a acheté du matériel. Parce qu'on avait des terres comme ça un peu partout. Du coup, le paysan qui avait gardé ses animaux et qui avait toutes ses terres devant celui qui avait mécanisé, ben, 3 ans après, il était obligé de vendre. Et donc, c'était celui qui avait acheté le matériel qui s'agrandissait. Et ça y est, le chemin était pris. Et puis après, on a fait le social. Alors, il faut faire des cotisations sociales. Alors, on y va. Hein. La main-d'œuvre coûte de plus en plus cher. Alors, il faut trouver des moyens de diminuer le coût de la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mécanise. Et le tracteur, il fait pas grève. Le tracteur, il n'a pas de charge sociale. Mais par contre, c'est la banque. Et on est contraint dans cette course aux économies d'échelle. Alors, mon père a modernisé, mon père a mécanisé, il a évolué, mais il a gardé les vaches. Alors qu'autour de moi, les exploitations, il a vendu tout le reste. Hein. Il a arrêté le circuit court en 76, parce qu'on livrait, jusqu'en 76, on livrait nos produits dans des maisons de régime, qui sont la Vie Claire aujourd'hui, et qui est sur la région parisienne. Et puis, crise pétrolière, coût de logistique trop élevé, donc il a arrêté, puis avec ses activités à la mairie et autres, il a abandonné tout ça, mais il a gardé les vaches en abandonnant tout le reste du matériel. Et quand j'ai repris, j'étais content qu'il ait gardé les vaches, mais je cherchais des solutions pour les garder. Et parce que j'avais compris que il y avait un équilibre, comme vous l'avez montré, il y avait un équilibre animaux, culture. Alors j'ai évolué toutes les années 2000. Dès 2000, j'avais la volonté de de développer le circuit court, de faire de la transformation laitière pour garder l'élevage. Et puis, j'étais très impliqué dans les organisations professionnelles agricoles, à la Chambre d'agriculture, départementale, régionale, la FNPL, etc., les producteurs de lait, au niveau national. Et puis, je me suis rendu compte que quand on a des bonnes idées qui vont pas dans le sens politique, on nous dit oui parce qu'on est poli, mais on bloque tout et rien ne se passe. Donc, en fait, on perd du temps, on est inefficace. Et c'est que par l'exemplarité qu'on fera avancer les choses. Donc j'ai abandonné tout ça et j'ai dit maintenant, je vais passer en bio, en agriculture bio. Sauf que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs dans notre région surtout qui passaient en bio parce qu'il y avait des aides. Et qu'à ce moment-là, les céréales, le cours était pas très bon, en classique, en conventionnel, parce qu'en fait, on nous a poussé à produire.
Mais quand vous produisez beaucoup, vous transformez plus, vous n'êtes plus capable. Donc vous faites appel à l'extérieur, à des entreprises, à des coopératives, qui finissent par vous dire, on peut pas vous l'acheter plus que ce prix-là. Débrouillez-vous. Ah non, mais ça ne nous convient pas, là, on peut pas vivre avec ça. C'est comme ça, monsieur. Alors, derrière, il y a les négociants, il y a tous ceux. Celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui a un ordinateur, un stylo, un téléphone. C'est pas celui qui bosse. Donc, tout ça, il a fallu que on modifie ça et qu'on aille vers ce circuit court. Et donc, j'ai développé le bio holistique avec l'aide de l'IRAB, l'Institut de recherche d'agriculture biologique pour l'Europe. Alors, on n'est pas nombreux à développer ça parce que cette dame il y avait beaucoup de chercheurs à l'époque et le monde politique l'avait dégommée. Et du coup, elle était très discrète, mais elle avait des résultats. Elle est du côté de Carpentras, sa ferme, et elle avait des résultats sur les pommes, sur les fruitiers, les arbres fruitiers et les tomates extraordinaires, sans produit, mais avec le fumier. Et donc, la base de cette agriculture bio holistique, ça veut dire global, c'est qu'on développe un cercle vertueux. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas des animaux et de la culture. Parce que les animaux nourrissent le sol nourrit les plantes, et les plantes nourrissent les animaux. Et vous devez vous souvenir de ce que vous mangiez comme fruit l'hiver. Le fruit de l'hiver, c'était la pomme. Et la pomme, on la ramassait par terre, on la mettait à l'abri du gel, elle avait de l'odeur, de la saveur, et elle se conservait. Pourquoi ? Parce qu'elle avait plein de défenses immunitaires, qu'elle avait acquis comment ? Par la nourriture qui était dans le sol. Tous les éléments nutritionnels du sol dont elle avait besoin en quantité nécessaire montaient aux fruits. Et pourquoi ça montait aux fruits ? Parce que dans le sol, vous avez plein de choses, mais sous forme non soluble, sous forme minérale. Et les bactéries du système digestif, parce que tous les vergers étaient pâturés, le système digestif des herbivores, ce sont des bactéries qui se retrouvent ensuite dans les déjections. Et quand elles sont dans le sol par milliers d'espèces différentes, chaque espèce transforme un élément minéral en élément organique, soluble. Et du coup, le pommier, il avait tout ce qu'il voulait pour nourrir son fruit. Le fruit avait tout pour se conserver et pour bien vous nourrir. Vous savez que votre corps est constitué d'organes, que chaque organe est constitué de cellules, et que chaque cellule se renouvelle plus ou moins vite, régulièrement. Les cellules les plus jeunes que vous avez, ce sont les cellules de vos papilles. Tous les 10 jours, elles se renouvellent. Mais il y a des cellules qui vont trouver à manger dans le poisson, d'autres dans la viande rouge, d'autres dans les produits laitiers, etc. Et si vous mangez un aliment qui est vide de nutriments, la cellule ne trouvera pas à manger, donc elle ne se renouvellera pas. Et comme la nature a horreur de vide, ce sont les cellules libres qui prennent la place. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le cancer, qui est une maladie, qui est un fléau, c'est les cellules libres. Donc il faut bien manger, et le paysan, c'est le premier acteur de votre santé, mais dès le plus jeune âge. Parce que si je prends la vache, elle va pâturer de l'herbe, parce que notre structure, c'est, on a changé les races, on est avec des jersiaises, on est avec des norvégiennes, on a un peu de normande, on a beaucoup de croisements. On a un peu de jersiaises pure, mais le reste, c'est des croisements. On cherche la rusticité et la qualité du lait, et non pas le quantitatif. On ne traite que le matin pour transformer le lait chaud du matin, et on produit 3500, 4000 litres de lait par vache par an. Mais la vache, elle fait pas de lactation puis elle est foutue. On élève le veau pendant 2 ans avant qu'elle ait son premier veau, et puis après elle va faire 2 lactations, 2 moyenne. Elle a un peu de travers, elle remplit pas, elle a des mammites qui ne soignent pas, elle a des cellules, des machins. Bon, donc, elle est vendue. Vous le trouvez dans les barquettes des supermarchés. Par contre, nous, nos vaches, alors oui, elle a produit en 2 ans 20 000 litres de lait. Mais 20 000 litres avec beaucoup d'eau.
pas beaucoup de protéines, pas beaucoup de matières grasses. Par contre, la Jersiaise, bon, la Holstein, c'est 32% de matière protéique, 38% de matière grasse. Quand vous avez des Jersiaises, elle va faire 3500, 4000 litres de lait par an, mais elle produit du lait avec 45-46% de matière grasse, et puis 40-41% de matière protéique. Donc en matière utile, vous avez quand même, elle n'est pas si négative, elle n'est pas si mauvaise que ça comparée à la Holstein. Mais ça vous fait du lait de qualité qui est beaucoup plus digeste. Et alors, cette vache, donc on est sur un système pâturage. Il faut savoir qu'une pâture, on vous dit, faut arrêter de manger de la viande, les vaches chapettent, détrompez-vous, ça rote avant de péter, et c'est par les rots qu'elles dégagent du méthane. Mais il faut savoir que alors nous c'est le pâturage et c'est du foin. Elles sont en ration sèche, donc on a des céréales cultivées sur la plaine et du foin fait sur nos prairies, et puis elles pâturent aussi des prairies. Et pour nourrir un animal adulte qu'on appelle un UGB, unité gros bovin, mais c'est pareil pour un cheval adulte, c'est un UGB. Pour nourrir une unité adulte, il faut 1 hectare sur une année. Donc ceux qui mettent 3 chevaux sur 1 hectare, ben, il faudra qu'ils achètent du foin. Donc, j'ai dit, un animal adulte, 1 hectare de foin. Et on vous dit, ouais non mais les vaches ça rote, ça dégage du méthane, il faut arrêter ça. Détrompez-vous. Parce que dans 1 hectare de prairie, vous avez des légumineuses. Vous en avez parlé. Et vous avez dit que les légumineuses captaient le carbone de l'air. Il faut du carbone dans l'air, sinon on peut pas vivre. Ils captent le carbone de l'air et ils le transforment en azote, stocké dans les nodosités des racines, qui vont permettre au blé qui pousse, qui viendra et qui sera cultivé derrière, d'avoir de l'azote naturel, de l'azote organique pour pousser, parce que le blé a besoin d'azote pour pousser. Eh bien, la capacité d'absorption de carbone d'1 hectare, c'est l'équivalent du dégagement de méthane, de carbone, de 10 vaches. Donc vous voyez, 1 hectare, une vache, et en fait, il faut 10 vaches pour équivaloir à la capacité d'absorption du carbone. Donc au contraire, il en faut. Et il faut manger de la viande. Mais jamais en excès. Il faut manger de tout. Et c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est la diversité qui nourrit des cellules d'un organe, des cellules de l'autre, etc. Intéressez-vous aux travaux du docteur Rath, R-A-T-H. Il a étudié la composition cellulaire de tous les organes du corps humain et il vous dit, vous avez un problème là, peut-être que ça vient de là, ça veut dire que celui-là, il n'a pas trouvé à manger, il faut redonner aux cellules à manger tout de suite. Bien. Et la vache, elle va produire du lait. Et si elle mange des pâtures qui sont riches, de l'herbe qui est riche en éléments nutritionnels, eh bien, elle aura un lait qui sera riche en éléments nutritionnels. Parce que, est-ce que dans la salle, il y en a qui qui connaissent la couleur du lait avant d'être blanc? Mesdames, vous devriez le savoir. Oui, parce que le fonctionnement humain, à ce niveau-là, est le même. Sous le ventre de la vache, vous observez une veine qui est plus ou moins grosse et qui arrive à la mamelle. Et on appelle ça la veine de lait. Et donc, c'est la mamelle qui transforme le sang en lait. Donc, avant d'être du lait, c'est du sang. Et donc, elle nourrit son veau par le cordon ombilical. Et ensuite, elle nourrit son veau par le lait maternel. Et donc, si elle mange mal, il n'y aura pas d'éléments nutritionnels dans le lait, donc dans le veau, dans les produits laitiers, dans les fromages, etc. Et pour un enfant qui est bien nourri parce que sa maman s'est bien nourrie, sur les 2 premières années, vous lui avez fait acquérir des traceurs de santé à vie. À vie. Et ça, vous pouvez en parler à des grands pontes comme le professeur Joyeux, et il pourra vous le démontrer. Le professeur Joyeux, ça a été quelqu'un qui m'a permis de gagner mon crowdfunding
pour monter la fromagerie que j'ai montée dès 2011 et que j'ai ouvert en 2017. Vous voyez le parcours du combattant. Parce que, donc pour moi, c'était important de garder l'élevage. Le professeur Joyeux avait vu que pour garder l'élevage, il fallait que je monte une fromagerie pour développer le circuit court. Et donc, c'est le parcours du combattant. Et je m'étais dit à l'époque, si je ne fais pas ça, mes enfants ne le feront pas parce qu'ils ne connaissent pas l'aboutissement du projet et le chemin est bourré d'embûches. Administratif, politique, financière, bancaire, enfin, c'est galère. Mais je savais où j'allais et j'ai dit j'irai au bout. Alors, c'est une vie de dingue. Hein. La vie de couple, on n'en parle pas. On bosse tous les deux. On a des horaires pas possibles. Et à l'époque, quand j'ai décidé ça, j'avais des enfants qui venaient de terminer leurs études et qui m'ont donné un bon coup de main. Et aujourd'hui, grâce à ça, eh bien, on a 2 enfants le garçon qui habite à côté et qui, j'espère, passionné par l'agriculture, mais pas par l'élevage, mais conscient que pour garder cet équilibre, il faut garder l'élevage. Donc à moi de trouver quelqu'un pour l'élevage et lui garder l'élevage. Et ma fille, alors ma fille, elle a trouvé un mari qui l'a emmenée du côté de Bordeaux. Mais grâce au télétravail, eh bien, elle garde ses enfants à la maison, elle fait toute la partie communication et comptabilité. Donc, grâce à la fromagerie. Et vous voyez qu'en fait, on a un système, grâce à ce bio holistique, qui va beaucoup plus loin. Ça va sur la qualité de vie de tout le monde. Et d'abord, sécurité alimentaire locale, et puis une qualité relationnelle. Chez moi, à côté de chez moi, il y a 800 hectares, il y a une personne qui travaille. Il y a un chauffeur. Et nous, on a 10 personnes qui travaillent chez nous. Mais c'est compliqué, hein, parce que on passe son temps à remplacer les absences, les congés, ils ont des droits, ils ont oublié leurs devoirs, etc. Bien que je me plains pas, on a quand même quelques bons, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des bons. Mais c'est grâce quand même avec les vaches, je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Vous voyez, les vaches, avant, les chevaux vous donnaient l'énergie et la ferme nourrissait le cheval. Donc on avait un fonctionnement en autonomie. Aujourd'hui, grâce aux vaches, vous pouvez retrouver cette autonomie. Alors on a un projet de micro-méthaniseur. Alors c'est pas les gros champignons que vous voyez pousser dans la campagne, là. Ils sont souvent par 3. C'est des gros céréaliers, ça coûte 5 ou 6 millions d'investissement. Et ils font 2 cultures dans un champ, un paquet de chimie pour pouvoir produire, 2 cultures dans l'année, on ensile, et puis après on nourrit le méthaniseur toute l'année. Mais alors, on fait de la route, c'est de la pollution. Mais c'est très subventionné, c'est pour ça que ça fonctionne, et parce que les agriculteurs ils gagnent de l'argent avec ça. Mais nous, on va faire comme nos ancêtres. On n'a rien inventé. Nos ancêtres, ils avaient le tas de fumier, puis ils couvraient un peu, puis ils faisaient marcher la gazinière avec le méthane. Et puis, ils dormaient pas trop loin du tas de fumier parce que ça les chauffait. Alors, on va se servir, quand la technique est au service de l'homme, je suis d'accord. Quand elle est au service de l'argent, j'en veux pas. Et là, eh bien, au lieu de mettre le fumier en tas comme ça, on va le mettre dans un silo. Et puis maintenant, il existe des bâches qui sont très étanches, plus faciles à défaire, à remettre, etc. Eh bien, on va faire un micro-méthaniseur. Donc le gaz, on va le récupérer. On va faire chauffer, on va faire tourner avec ce gaz un cogénérateur qui va produire de l'électricité pour la ferme. Si je peux trouver un moyen pas trop cher d'épurer du gaz, on fera tourner nos tracteurs avec. Et puis le cogénérateur, il faut le refroidir parce que c'est un moteur, hein. Il y a de l'eau. Eh bien, on va envoyer l'eau circuler vers les maisons, les habitations, pour chauffer l'eau.
pour chauffer les maisons. Et puis l'été, ben, on va les mettre devant les ventilateurs de séchage parce que l'été, je récolte mon foin humide pour garder toute la qualité, par exemple de la luzerne, je garde toutes les feuilles. Je la mets en tas sur des caillebotis et je souffle de l'air qui aujourd'hui est réchauffé par le toit parce que j'ai un toit noir qui capte la chaleur du soleil et l'air est obligé de passer entre un faux plafond et le toit, donc l'air se réchauffe en frottant sur le toit. Plus l'air se réchauffe, plus ça gonfle en volume, ça prend du volume, et donc ensuite ça traverse le tas de foin, et en traversant, il capte l'humidité du foin. C'est comme ça qu'on sèche. Et donc si je mets la chaleur du cogénérateur l'été devant les ventilateurs avec un échangeur, ben, je vais sécher beaucoup plus vite. Et je vais économiser de l'électricité. Donc tout ça, ça a du sens. Mais c'est grâce aux vaches. Donc les vaches permettent plein de choses. Et si quelqu'un voulait monter un atelier de spiruline, qu'il vienne chez moi. Et il y aura de la chaleur pour produire de la spiruline. C'est très bon pour la santé. Alors, et mes vaches, je les soigne à l'homéopathie et avec des huiles essentielles. Alors on me dit, c'est placebo l'homéopathie. Moi j'ai toujours été soigné à l'homéopathie. Mais on mangeait bien. On avait toujours des bons légumes, on avait toujours de la bonne viande, on était bien nourris dès le premier jour de la conception. C'est la chance que j'ai eue. Eh bien, j'ai perdu le fil. J'étais parti sur le... Ouais, mais... Bon, c'est pas que je me divers. Oui. J'ai une petite question. Je voudrais savoir quelles sont ce qu'on a abordé, toutes les possibilités d'associer, de cultiver du vivant avec l'agriculture. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien pour associer justement la biodiversité dans vos cultures et dans le polyélevage. Alors, la plus grosse des difficultés, c'est l'agriculture conventionnelle qui est à côté de moi. Parce que, vous savez, vous êtes sur le bord de la route, vous regardez à 500 mètres dans le champ, vous avez un tonneau à traiter qui est en train de mettre un fongicide ou un insecticide. Moi, même avant de passer en bio, je mettais un herbicide. Je mettais très très peu d'azote, vraiment 3 fois rien. C'est plus pour le talage, pour démarrer, parce que au moment du talage, au mois de février, pour le blé, il fait trop froid, ça minéralise pas encore. Et donc, on a moins de talage. Mais l'effet des moutons, on l'a essayé cette année, permet effectivement d'aider à taler. Mais sinon, on avait un problème de talage, donc il fallait qu'on sème plus de rues, beaucoup plus de graines au mètre carré. Et les insecticides, je mettais plus. Et je travaillais avec quelqu'un, j'avais pas beaucoup de matériel et j'avais plus investi dans l'élevage. Et donc, mon voisin me dit, tu sais, il faudrait que tu traites contre un insecticide. Il s'est bourré de pucerons dans les blés. Je vais voir, j'ai dit, effectivement, j'ai un peu de pucerons au bord, mais plus je rentre dans le champ, moi j'en ai. Alors non, je veux pas traiter. Mais j'avais des coccinelles. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais déjà démarré des variétés plus anciennes, plus rustiques, qui donnaient de moins bons rendements. Je faisais pas du 100 quintaux hectares. Ceci dit, ma ferme, elle est très prisée par les voisins. Il faut que je me méfie parce que j'ai que des crocodiles autour de moi, et s'ils peuvent récupérer ma ferme, pendant 20 ans, ils produisent 120 quintaux avec leur méthode grâce à la bonne graisse que j'ai dans le sol. Ils le savent très bien, parce que eux, ils ont arrêté l'élevage, c'est leurs parents qui ont arrêté l'élevage il y a 30 ans, 40 ans. Donc leur sol, ils les ont épuisés. Aujourd'hui, le sol, il fait sec, c'est du béton. Moi, vous venez chez moi, on fait une fosse à 2 mètres, j'ai encore des vers de terre, il y a des vers qui font comme ça, puis il y a des vers qui font comme ça. Et les petits trous, les racines, elles arrivent à descendre. Ça les aide. Et elles vont chercher la fraîcheur. Et on n'a pas des mares d'eau dans les champs quand il pleut beaucoup. Donc tout ça, c'est très important. Et ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a diversifié. Moi, j'ai
j'ai 13 cultures différentes et j'ai une rotation de culture sur 17 années. Donc pourquoi 17 années? Parce qu'une culture de prairie, je vais la garder 3 ans. La culture de luzerne, je vais la garder 3 ans. Je fais du chanvre, parce que le chanvre, on a la chance d'avoir une usine qui traite le chanvre, pas trop loin de chez nous, et j'ai tout de suite mordu à cette culture. D'abord, ça sent bon, j'aime bien. Et puis, ça détoxifie le sol. On a beaucoup de fumier, mais on a un petit peu de lisier. Et donc, le lisier, c'est ammoniacal, ça fait des glacis, ça acidifie le sol. Et donc, comme les engrais chimiques d'ailleurs. Hein. Et donc, du coup, le sol, il faut le détoxifier. Et le chanvre est une plante qui détoxifie bien le sol. Et qui a des racines c'est très dur à implanter parce que c'est une toute petite graine. Donc, il faut une terre très fine, mais si l'implantation est bien faite, après, ça va vous faire des racines qui vont descendre et qui vous éclatent le sol s'il fait sec. Et on a des chanvres, on ne démérite pas. Hein. Nous, on a des rendements qui valent les conventionnels en chanvre. Hein. Mais parce qu'on a du lisier, parce qu'on met du fumier aussi. Et que le chanvre est une culture de printemps. Donc, la minéralisation est pleine balle au moment où il en a besoin. Et donc, on a des beaux rendements. Et on fait des associations de culture. Parce que le blé, par exemple, où vous avez un pois. Le pois, il va se coucher. Il va et on va avoir du mal à le récolter. Et le pois, il donne de l'azote. Et le blé, il a besoin d'azote. Alors le blé va servir de tuteur au pois. Et puis il va donner de l'azote au blé, qui va l'aider à pousser. Et après, ces cultures-là, on les moissonne. Et puis il y a maintenant des moyens de récolte qui sont avec des faucheuses andeineuses. C'est-à-dire qu'on fauche la récolte. Ça fait un andin derrière. Alors, si on la fauche, elle n'est pas tout à fait mûre, tout n'est pas parfaitement mûr, on a un peu de mauvaises herbes. Avec les fonctionnements classiques, j'ai vu une moissonneuse, elle a été un peu disproportionnée par rapport à la largeur entre les arbres. Mais plus ça va, plus on devient des Américains chez nous, avec des largeurs gigantesques. Mais il ne faut pas de mauvaises herbes, parce que sinon ça bourre. Ça passe pas. Et puis vous humidifiez le grain dans la trémie. Donc là, on a un peu de mauvaises herbes. C'est pas des mauvaises herbes, c'est des herbes indésirables. Ce qu'il faut, c'est pas les avoir en majorité, c'est tout. Donc il faut bien travailler le sol, il faut associer les cultures, etc. pour éviter tout ça. Et la culture est pas totale. Il y a des grains qui sont pas mûrs. Eh bien, on va quand même faucher. L'herbe va faner et les grains qui sont pas mûrs vont finir de mûrir. Et quelques jours après, une semaine après, on passe la moissonneuse qui va avec un pick-up, qui va ramasser l'andin et qui va battre. Le grain, tout est mûr. Il n'y a pas de mauvaises herbes vertes qui sont allées dans la trémie et on a du grain de qualité. Alors, les variétés de blé anciennes, vous savez, on est parti sur des variétés, il fallait que ça produise du 120 quintaux, du 110 quintaux. Mais c'est des variétés qui, du coup, ont des chaînes de gluten qui sont longues comme ça. Avant, les chaînes de gluten, elles étaient courtes comme ça. Donc, on les assimilait. Maintenant, on vous dit, faut plus manger de pain. Vous êtes allergique au gluten. Vous êtes allergique aux protéines de lait. Vous êtes allergique à tout. Parce qu'on vous fait manger des produits industriels. On a transformé la génétique dans un but économique, financier, et non dans un but de votre santé, qui est le but principal. Donc, nous, nos blés, quand je vous disais les pucerons, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que sur une tige de blé, vous avez des pailles qui ont plusieurs couches. Et le sucre, il est au centre de toutes ces couches. Alors, quand ils mettent de l'azote, c'est une vraie éponge, vous savez, c'est comme les ivrognes, là, vous voyez, c'est tout spongieux. Et bien là, les écorces c'est des éponges. Donc le puceron ici passe, pop, 1 et 2 couches, et 3 couches, et j'ai le sucre. Et c'est génial. C'est génial, c'est facile pour eux. Par contre, quand ils arrivent sur notre blé, c'est dur. Ils se cassent les dents. Donc ils passent chez le voisin conventionnel, c'est plus facile. Bon. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans votre jeune temps, les blés, ils étaient hauts comme ça.
les blés de Saint-Exupéry, du Petit Prince, on se cachait dedans, on jouait à cache-cache dedans. Maintenant, il n'y a plus que les petites souris qui se cachent dedans. Il est haut comme ça. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'on vous met des hormones pour, entre les nœuds, faut diminuer les distances. Parce que sinon, quand il y aura un grand vent, il va se coucher. Et il va germer au sol. Enfin, le rendement va être pénalisé. Donc, on met des hormones dans les blés. On raccourcit tout ça. Et vos blés ne valent plus rien. Et votre pain ne vaut plus rien. Et je vais vous dire, quand vous achetez un bon pain au levain de variété ancienne, vous allez manger 3 tartines au petit déjeuner, puis vous aurez plus faim. Quand vous achetez la baguette, ben vous la mangez entière, ou si vous la mangez pas entière, ben vous allez à 10 heures, vous avez encore faim. Mais surtout le soir, quand vous revenez, elle est dure. Donc vous l'achetez. Et si vous pensez faire des économies en achetant du pas cher, vous vous trompez. Parce que vous mangez plus, parce que ça vous nourrit pas, et puis vous jetez ce qui est mis dans les paniers de supermarché. 20%, c'est des statistiques, 20% sont jetés. Parce que ça se conserve pas, parce que vous aimez pas, parce que vous en avez acheté 4 alors que vous en vouliez 2, il y avait une promo. Donc finalement, ça vous coûte plus cher. Et je vous garantis que si vous faites l'essai en disant maintenant j'achète que du bon, et pour savoir si c'est bon, odeur, saveur, conservation, 3 critères, sinon vous ne rachetez pas. Et bien vous verrez qu'à la fin de l'année, avec votre budget alimentation, vous irez 3 jours de plus en vacances. Ça vaut le coup quand même. Et puis vous irez plus voir votre médecin, et vous n'aurez plus de médicaments. Et quand je vous parlais de l'homéopathie, on me dit effet placebo. Moi la vache, elle a une mamite. Je la connais, je vois son tempérament, je me regarde comme ça, ou elle est nonchalante, ou alors c'est une mamite chaude, la mamelle très chaude ou pas. Je ne vais pas lui donner la même chose, du pyrogénium, de l'éparsulfure, du mercurius solubilis. Et puis 3 jours après, alors c'est plus facile que dans la bouche, je lève la queue et je mets dans la vulve, parce que la vulve c'est une muqueuse. Alors, si elle fait ce que je lui mets dans la vulve, chapeau, hein. Mais n'empêche que 3 jours ou 4 jours après, ben, la mamite a disparu. Des huiles essentielles sur les veines. Et 2 jours après, si on a bien touché, c'est bon. Vous mettez 3 fioles, vous évitez. Dites, hop, je mets la vache dans le cornadis, puis je mets 3 fioles d'huile essentielle, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas ce qui lui convient. Eh bien, elle va tirer la langue pour attraper celle-là et pas les autres. Parce qu'elle a son instinct naturel, que nous, la civilisation nous a fait perdre. Et je connais une dame, enfin, je ne la connais pas personnellement, mais un ami le connaît, elle avait un restaurant en montagne. Et elle avait une leucémie. Elle aimait la promenade. Et en se promenant, elle a fini par retrouver cet instinct naturel. Et cette plante, elle l'accueillait. Mais elle me plaît, j'ai envie de la manger. Et elle a soigné sa leucémie en mangeant les plantes qu'elle cueillait. Donc la nature nous offre tout. Oui. Excusez-moi, je suis trop bavard. Vous interrompre. Bah, en fait, le temps avance et si peut-être on va avoir un petit peu de temps pour les questions. Alors, oui, allez-y, je voulais dire, les algues vertes, allez voir ce film. Allez voir ce film, il explique bien comment on en est arrivé là depuis le plan Marshall. Et qui s'engraisse sur votre dos et sur le dos de votre santé. Et le problème de ce film-là, je l'aurais dit à la fin du film, vous ne donnez pas de solution. Or, la solution, elle est dans vos mains. C'est vous. Vous n'êtes plus des consommateurs, vous êtes des consommateurs. Et vous allez voir le changement du monde agricole grâce à vous. Vous boudez le commerce industriel qui n'est là que pour faire du fric, et vous allez dans nos fermes, vous allez dans les petites épiceries, vous allez dans les AMAP, vous allez faire vivre les petits producteurs qui ont un coût de production plus élevé parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Hein, on n'achète pas une machine à 50 000 € pour retourner 200 fromages à la fois. Nous, on les retourne un par un, par exemple. Eh bien, si vous pratiquez ça, eh bien, vous verrez, vous aurez une satisfaction, vous allez faire vivre, vous allez vous protéger de votre alimentation de demain. Vous l'avez vu pendant le Covid, hein? Les magasins étaient vides.
Nous, on était là. Et on livrait encore les AMAP. Et on a débordé de boulot. Mais si vous ne nous faites pas vivre, on sera plus là. Et là, il n'y aura plus personne pour vous nourrir. Donc, c'est hyper important que vous vous protégiez en nous protégeant. Et à côté de chez moi, un agriculteur à 800 hectares, ils sont 4 enfants. Il y en a qu'un qui veut reprendre la ferme. Mais papa, moi, je peux pas m'endetter, il faut que je paye 600 hectares à mes frères et sœurs. Donc, je suis ingénieur informatique, je m'en vais dans l'informatique, je m'en vais dans le commerce. C'est pour ça que vous voyez des gens à 40 ans, 50 ans qui changent de métier parce que on les a fait partir dans ces schémas-là. Alors que leur goût, c'était la culture, c'était autre chose, c'était de la paysannerie, c'était l'artisanat. Et donc, il est très important, ce fils d'agriculteur, s'il voit que nos petites fermes, elles vivent grâce à vous, consommateurs, ben il va dire, papa, j'ai droit à 200 hectares. Je prends mes 200 hectares et je vais développer ma diversification. Et le reste, t'en feras ce que tu voudras. Et son père, ça va tourner dans sa tête. Il va dire, ah ben je vais peut-être vendre à 2 autres ou 3 autres agriculteurs. Et on va retrouver la France d'antan, qui était peuplée, vous l'avez vu sur le schéma, qui était peuplée de petites fermes qui ont disparu. Retrouvons des paysages. On a développé l'agroforesterie. Parce que l'agroforesterie, c'est une diversification, mais c'est bénéfique. Alors, quand il y a un poteau électrique, déjà, j'ai dit, je mets une bande. Comme ça, mon poteau, il me gêne plus, c'est toute la bande. Et puis, j'ai tracé mais les vaches, elles ont de l'ombre. Et puis, dedans, il y a peut-être des chasseurs. Aujourd'hui, on dit, il n'y a plus de perdreaux. Mais détrompez-vous. Il n'y a plus de perdreaux parce que la chimie a tout tué. La perdrix, elle couve. Elle a une douzaine d'œufs. Alors, le problème, c'est qu'elle devient stérile de plus en plus. Hein. Les perdreaux sont de plus en plus stériles. Donc, les œufs ne sont plus fécondés. La perdrix, elle reçoit un insecticide parce que c'est la période des insecticides. Et l'insecticide, il tue tout. Hein. Tout ce qui est cide, ça tue tout. Bon et mauvais. Donc, ça tue les carafes, ça tue tous les insectes qu'il y a dans le sol. Les petits perdreaux naissent, il y en a une dizaine qui naissent, mais il n'y a plus rien à manger. Alors il y en a 3 qui arrivent quand même à se défendre, qui trouvent un peu grâce à la perdrix qui gratte. Alors il y en a un pour le renard, un pour la buse, et un pour le chasseur. Donc il n'y a plus de perdreaux. Et aujourd'hui, les mondes agricoles ne veulent pas se culpabiliser, donc il dit, eh bien, c'est de la faute des renards, c'est de la faute des buses. Mais non, il y avait, vous l'avez montré, un équilibre dans la faune, parce qu'ils sont tous utiles et nuisibles, et on en a besoin. Et le sarrasin, par exemple, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y aura pas de fécondité, il n'y aura pas de graines. Donc c'est ça qui est important, c'est garder cette complémentarité. Un exemple, le buis. Aujourd'hui, on traite les buis, c'est la pyrale du buis. Pourquoi la pyrale du buis? Il n'y a plus d'alouettes, parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Les chenilles processionnaires dans les bois, pourquoi? Il n'y a plus de mésanges. Avant, les mésanges mettaient leurs petits au monde au moment où les chenilles sortaient. Elles avaient à bouffer. Et donc, tout cet équilibre, c'était naturel et se faisait. Faut le retrouver. Mais on le retrouvera grâce à vous, consommateurs. Alors, vous avez une question. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de terminer dessus, sur le fait d'être consommateur. Je pense que c'est aussi oublier tout un pan de la société avec des ménages très précaires qui peuvent pas justement se payer cette nourriture en agriculture biologique, ou qui coûte quand même une certaine somme d'argent, on peut le dire. Du coup, on peut se poser aussi la question de la sécurité sociale de l'alimentation, dont on entend parler de plus en plus, peut-être pour une prochaine conférence de l'Université populaire d'Arcueil. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, vous ferez des économies à acheter du bon, mais il faut savoir choisir le bon. Parce que vous vous faites voler. Quand vous achetez du bio au supermarché et qui pourrit au bout de 3 semaines, vous avez des pommes bio. La pomme bio, elle pourrit au bout de 3 semaines dans votre cocotier. Pourquoi? Parce que le verger n'a pas vu un seul animal depuis 40 ans, que la pomme, ils ne l'ont pas traitée. Hein, mais le voisin qui a traité ses champs s'est quand même volé un peu dessus, mais en petite quantité. La pomme, mettez-la dans l'eau toute la nuit.
il vaut mieux acheter une pomme qui a été traitée mais qui a vu des animaux dessous. Vous mettez la pomme dans l'eau toute la nuit pour qu'elle déjecte dans l'eau au moins la moitié ou les 3/4 de sa chimie. Puis après, vous allez faire un bon jogging pour transpirer. Vous avez vu, ça pue sous les exutoires. Hein. Et ben, c'est toute la chimie qui s'en met. C'est les poubelles, ça sort, c'est toute la merde. Donc, achetez du bon et vous verrez, vous ferez des économies. Après, vous avez vraiment pas de quoi manger. Revenez à la campagne, venez chez moi. Vous allez travailler, vous avez un cerveau, 2 bras, 2 jambes, eh ben, allez, venez travailler. Nous, aujourd'hui, le projet qu'on a chez nous, c'est d'accueillir tous les porteurs de projets qui veulent. Aujourd'hui, travailler avec des salariés, c'est très compliqué parce que ça part du jour au lendemain. Je voulais monter une boulangerie. Mais quand j'ai vu avec la fromagerie où je passe mon temps avec mon épouse à remplacer les absents, je dis je ne peux pas remplacer à l'étable, à la fromagerie et à la boulangerie. Donc, il y en a un qui s'arrêtera, et si ça s'arrête, les investissements ne sont pas rentables, ne sont pas rentabilisés, et je fais couler toute la ferme. Donc, aujourd'hui, vous êtes candidat, vous voulez faire une conserverie, vous voulez faire du maraîchage, vous voulez faire une boulangerie, vous voulez faire des poules, des cochons, mais pas des cochons, parce que le but, c'est que tout ce qui soit produit sur la ferme soit transformé en alimentation humaine. Et quand on fait du fromage, on a du lactosérum. Quand on fait de la farine, on a du son. Les épluchures de légumes, le son et le lactosérum, ça nourrit quelques cochons en plein air. Vous faites du cochon noir qui va avoir de la très bonne viande. Et donc, dans le cochon, tout est bon, ce qui fait que tout est transformé en alimentation humaine. Et on ne perd rien. Mais il faut du monde. Donc, et moi, si jamais un jour on me dit, ah ben, il y a le gasoil, il n'y en a plus pour mettre dans votre tracteur. Mais venez chez moi, vous avez 1,5 hectare et vous allez cultiver. On ne va pas cultiver tous la même chose. Et on va tous se nourrir et on va faire du troc. C'est-à-dire que vous avez des soucis. Le maraîcher, il a plein de boulot l'été, il déborde de boulot. Mais à l'élevage, on a nos vaches au pré, on a moins de boulot. On va te donner un coup de main. Et on va donner une valeur. L'argent en espèces, elle a été créée par Clovis. Pourquoi ? Pour donner une valeur aux choses, pour qu'on puisse faire des échanges. Et garder cette valeur en monnaie pour faire des échanges. Tous les pays après les guerres s'en sont sortis grâce à la monnaie en espèces pour le troc. Et donc, si vous venez, vous allez avoir plein d'échanges. Et je veux aller jusqu'à une école, si Dieu me permet de me prête vie assez longtemps, une école primaire. Parce que l'avenir est dans les mains de nos enfants et que si on ne montre pas toute cette diversité et cette richesse que la nature nous offre dès le premier âge, c'est-à-dire qu'à l'école, on va leur apprendre à compter, à écrire, à lire et l'histoire de France, la vraie et l'entière, toute l'histoire. Et puis, ils se concentrent le matin, mais l'après-midi, on les emmène sur le terrain. On va leur faire des choses pratiques, que ça soit du bois, du maraîchage, de la mécanique. Ils vont voir plein de métiers. Comme moi, j'ai vu, quand je revenais de l'école à pied à la maison, j'ai vu tous ces métiers. Et je me suis passionné plus sur un métier qu'un autre. Mais c'est ça. Mais si on ne leur montre pas, ils ne sauront pas choisir. Et c'est ça la richesse. Refaisons vivre nos campagnes et nos métiers. Et c'est nos enfants. Et nos enfants, il faut leur donner la santé parce que l'avenir de notre pays, il est dans les mains de nos enfants. Oui, vous avez une question. Oui. Merci. D'une part, j'aimerais réitérer mes questions qui ont été un petit peu zappées parce que c'est sur la PAC, son inconvénient sur les agriculteurs et sur les gâchis de lait qui pourraient très bien nourrir le tiers-monde. Et à propos du lait, cette autre question, on trouve dans certaines grandes surfaces, et je l'ai plus d'une fois acheté, c'est marqué « Ce lait récupère les agriculteurs à leur juste prix ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Ouais, le juste prix, ça c'est communicatif. Hein. Le juste prix, ça serait 60 centimes d'euros le litre de lait acheté au producteur. Aujourd'hui, on lui achète gentiment 40 centimes. Hein. Donc, et avec des pénalités, plein de contraintes. Alors, pourquoi on en est arrivé là ? C'est parce que on a poussé les agriculteurs à produire 10 000 litres de lait. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait. Il fallait produire du lait de qualité en moindre quantité et arrêter d'être obligé d'aller chez les industriels qui exportent une partie du lait, qui font la pluie et le beau temps. Il faut sortir de ce schéma de productivisme. Et
Après, il y a beaucoup de communication, mais on a piégé le monde agricole. Et vous savez, la PAC, elle a été faite pour qui ? Pour l'agrandissement, pour les gros, pour l'industrialisation de l'agriculture. Elle a été faite en 92, après 2 années de récolte difficiles, parce qu'il y avait des intempéries. Et qui fait le cours du blé ? C'est Chicago. Hein. Donc Chicago a décidé de baisser le prix du lait, le prix du blé, ce qui fait que les agriculteurs, ils étaient pris à la gorge. Mais comme ils avaient investi, les banques ont frappé à la porte de l'État, on dit attention, il va y avoir plein de gros agriculteurs qui ne vont pas pouvoir rembourser leurs emprunts. Danger, danger. Ah, ben on fait la PAC. Génial. Mais la PAC, elle a été faite comment ? On a donné beaucoup aux gros et pas beaucoup aux petits. C'est-à-dire qu'on l'a donné par rapport à la surface. Donc celui qui avait une grosse surface, il avait beaucoup. Le roi du Maroc, il est à côté de chez nous, il en a pléthore. Bon, il n'en avait pas besoin. Et le petit, ben, on a continué à le faire mourir grâce à la PAC. Alors, les gros agriculteurs, ils avaient encore un peu de moyens, donc ils ont été achetés dans des régions très pauvres de la terre, qui ne cultivaient pas. La culture, c'était la PAC, c'était les primes PAC. Et vous avez 2 types d'agriculteurs, parce que 2 ans après, ils n'avaient plus besoin de la PAC. Hein. Les récoltes étaient bonnes, les cours étaient remontés, tout allait bien. Mais la PAC tombait toujours. Alors, il y a 2 types d'agriculteurs. Il y a ceux qui disent, c'est des bons gestionnaires, et dis-moi, cet argent-là, j'investis dans l'immobilier. Et puis, il y a les agriculteurs qui ont dit, moi, le plus gros, je veux montrer ce que je suis. Il achetait, il a fait marcher les marchands de machines agricoles. Hein. Ah, le plus gros tracteur, on veut en épater, des moissonneuses très larges. Bon. Aujourd'hui, où ça va un peu moins bien, et où leur sol, il est dur. S'ils ne mettent pas quelque chose, il n'y a rien qui pousse. Ils sont obligés de mettre que de la chimie. Et la chimie entraîne la chimie. Parce qu'on met de l'azote, du coup, ça entraîne la mauvaise herbe, le rail gras, etc. Donc, on remet des herbicides. Et puis, maintenant, il y a des résistances aux molécules herbicides. Donc, on en rajoute, etc. Et puis, ça, on fragilise la plante. Du coup, on lui met un médicament, un antibiotique. Pouf. Et puis, je vous ai dit pourquoi les insectes. Donc, voilà. Et tout ça, ça fait qu'on a des produits de merde à manger. Et puis, parce que vous savez, au niveau du lait, 80% du lait vendu, c'est du lait UHT, ultra haute température, parce que vous le mettez dans votre frigo, dans votre placard, 1 an après, vous l'ouvrez, il est encore bon. Eh bien, faut savoir que c'est du lait cancérigène. Il n'y a plus rien dedans. Il est vide de nutriments. Mais il est monté à 140 degrés pendant 4 secondes. Donc, en 4 secondes, la chaîne de l'hormone de croissance qui est faite pour faire grossir le veau d'1 kilo par jour, elle est intacte. Il n'y a plus que ça dans le lait. Vous n'êtes pas des veaux. Et pourtant, on vous fait boire ça. Et c'est pour ça que vous avez des tas de problèmes. Et le médecin vous dit « Oh, mais vous êtes allergique aux protéines de lait de vache. Prenez du lait de chèvre. » Alors, le lait de chèvre, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup du UHT. Et puis, la chèvre, elle est plus à la taille de l'homme. Donc, l'hormone de croissance est plus faible. Mais c'est pareil. On est en train de voir du lait de chèvre UHT. C'est de la vraie merde. Achetez du bon lait. Et si vous achetez du lait entier, la crème, la couche de crème au-dessus, mais enlevez-la. Faites des gâteaux avec, comme nos grands-parents. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retrouver. Moi, j'ai rien inventé. J'ai essayé de copier. Je suis une génération qui a vécu. J'ai eu, grâce à mes parents qui sont pas tombés dans le schéma productivité, industrialisation de l'agriculture tout de suite. Et du coup, j'ai pu connaître tout ça. Et j'observe. Puis aller dans les régions comme la Creuse, où il y a de la solidarité, des régions, l'Ardèche, c'est plus petit, il y a encore des bois. Moi, j'ai connu des petits bocteaux, des petites mares, mais tout ça, ça a disparu. Parce qu'il faut agrandir le matériel, il faut pas tourner autour d'un poteau, autour d'une mare. Merci, monsieur de Fromentel. Je veux juste savoir s'il y avait peut-être des petites dernières questions, parce qu'après, niveau temps, on va commencer à être assez restreint. Non, mais Madame, je minuit, sais que vous en... Je sais. Nous, on ferme l'espace à un moment quand même. Ah bon. On rentre chez nous. Je sais que tout à l'heure, vous aviez une question. Je vous ai, désolée, empêché de la poser. Allez-y. J'avais une question et 2 remarques. Une question pour l'autre intervenant et peut-être sur les haies en Île-de-France. Où en est-on ? Parce que
On a perdu, si je ne m'abuse, 70% des haies linéaires en France avec le remembrement. Maintenant, il y a des lois qui protègent des haies, mais qui ne sont pas du tout respectées. Donc, on est encore en perte de haies, malgré le fait qu'elles soient protégées. Et par contre, en Île-de-France, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu je confirme la ce que vous situation? dites. À l'heure actuelle, on arrache 23 000 km de haies par an et on en plante 6 000 en France. D'accord. En Île-de-France, c'est un peu particulier parce qu'en fait, l'Île-de-France, ça a toujours été une région d'open field. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de haies en Île-de-France, mais en fait, il y en a toujours eu un petit peu moins que dans d'autres régions bocagères, par exemple, comme la Normandie ou la Bretagne. Mais il y avait quand même des haies. Et ces haies, il y en a beaucoup qui ont été, effectivement, lors du remembrement, qui ont été retirées parce que il fallait mécaniser, il fallait passer les grosses machines. Alors, à l'heure actuelle, nous, on a fait une étude à l'Institut Paris Région et on peut montrer que là, en Île-de-France, c'est à peu près stable. Et puis, juste les deux remarques, vous aviez dit tous les deux que le consommateur, acteur, citoyen, plein de rôles à jouer. Et je voudrais rappeler deux autres rôles, surtout en Île-de-France. C'est parce que bientôt, si la législation, enfin l'Assemblée redevient fonctionnelle un jour, et il y a la loi de l'orientation agricole qui était en discussion avant la dissolution, qui doit revenir en discussion. Donc, je vous encourage à écrire à vos députés, à vos élus, pour qu'ils prennent connaissance de l'importance de cette loi et qu'ils essaient de lui donner un peu quelques dons, au lieu que ça soit une peau de chagrin vide. Voilà. Et puis, une autre chose, je suis militante dans une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Terre de Liens. Donc, on achète du foncier pour le mettre à l'abri de la spéculation, pour éviter l'agrandissement, qui est un problème énorme dans le milieu agricole. Les jeunes, même issus du milieu, ne peuvent pas reprendre les fermes parce qu'elles sont tellement gigantesques que personne ne peut se les payer sauf les fonds de pension. Donc, pensez à des associations comme ça. Il y a aussi les amis de la Confédération paysanne. Il y a les associations d'AMAP. Il y a plein de moyens de s'engager pour être à côté de nos agriculteurs vertueux et lutter contre la financiarisation de notre nourriture. Tout à fait. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Moi, je répondrais peut-être à ça. C'est que moi, j'attends rien des politiques. Les politiques, ils ont un poste, un siège, ils veulent le garder parce qu'ils s'enrichissent avec ça. Par contre, ce que vous faites à travers Terre de Liens, oui, je crois. Ce que vous allez faire par votre geste de consommation, oui, je crois. Et parce qu'on essaye de faire, nous, oui, j'y crois. La France repartira par la ruralité et par le monde agricole, et par la paysannerie et l'artisanat. C'est comme ça qu'est née la France. Il y avait l'église, l'école, le dispensaire et le paysan, les paysans. Et puis après, il y a eu les artisans. Ben, faut repartir de ça. Et c'est comme ça que ça repartira. C'est pas par le monde politique. Ouais, moi, j'ai une question justement qui revient un peu sur ce que vous dites. Enfin, moi, ça m'intrigue justement, vous qui travaillez par exemple à l'Agence régionale de la biodiversité, qui est sûrement un service qui est rattaché à la région, du coup à l'État finalement. Enfin, moi, je me questionne parce que je vois que justement, là, vous êtes deux intervenants qui étaient hyper intelligents, qui avaient plein de connaissances sur le monde agricole et qui mettaient vraiment en avant tout ce qui peut être fait et toutes les bonnes pratiques. Et vous nous l'exposez à nous, mais justement, vous qui êtes un service de l'État, est-ce que on considère que c'est vraiment pas possible que les gens qui sont nos élus aient accès à ces connaissances ou en tiennent compte? Parce que moi, je suis hyper surpris que du coup, vous venez faire un PowerPoint qui nous
à nous citoyens nous expose voilà tous ces articles scientifiques qui en plus sont hyper bien construits, mais comment ça se fait que les gens qui sont nos élus soient à ce point-là aveugles de mesures qui en plus tous les articles le montrent, même économiquement, genre avoir une agriculture plus intelligente, ça serait bénéfique. Alors qu'est-ce qui cloche pour que ça soit à ce point-là aveugle, et comment vous pourriez trouver les moyens pour aussi transmettre cette information, pas que au niveau des citoyens, mais au niveau des gens qui pourraient avoir nos élus, pour qu'ils quand même ils ont quand même un certain pouvoir pour que. En fait, nos élus, ils sont très très influencés par les puissants. Donc tout ce qui est industrie, agro-industrie, etc., des grosses sociétés, ils ont un poids qui est énorme sur les élus. On ne le voit pas que sur la biodiversité et l'agriculture, sur le changement climatique, sur ce qu'on devrait faire pour résoudre le problème de changement climatique, de la crise de la biodiversité. On le voit aussi avec le social. Il y a tout un tas de problématiques sociales sur l'emploi, etc. Et en fait, les décisions, on se dit, mais c'est bizarre, ils prennent jamais les bonnes, quoi. Ils prennent jamais les bonnes parce qu'ils sont pilotés par l'argent. Alors. Oui, voilà, ouais. Et on suit la branche sur laquelle on est assis. Exactement. On est assis, on sait faire que ça. Si vous vous souvenez, enfin vous êtes trop jeune peut-être pour vous souvenir de ça, c'était les communes qui se géraient elles-mêmes. Et le pouvoir était dans les mains des communes, chaque commune se gérait. Et tout ça, ça a disparu à la Révolution. Et aujourd'hui, on en est arrivé à être dirigé par des élites. Mais on a fait disparaître le pouvoir de décision des communes. On a remis des communautés de communes pour essayer de faire croire que, mais c'est encore du millefeuille, ça ne sert à rien. Le département, qui était le lien entre le peuple, qui était la commune, et puis le gouvernement, qui devait protéger le pays, les Français et la France. Et alors on a rajouté la région, on a rajouté des millefeuilles, et de gens qui n'ont qu'un intérêt, c'est le leur, et qui n'écoutent plus la base, qui a le savoir, qui a les connaissances, les sachants. Et donc je pense qu'il faut redonner du pouvoir, mais c'est par votre volonté. Il faut redonner du pouvoir de décision aux petites communes. Et je viens de vivre un exemple. On a la chance d'avoir un président au niveau du département qui aussi, il y avait une conseillère du département que je connais bien, qui a fait venir le président chez moi et qui a été séduit par ce que je lui montrais, parce que je disais. Et c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour vous donner des éléments que les médias ne vous donnent pas. Donc, c'est du concret, du réel. Et donc, il a été séduit par ce développement. Et là, ils viennent d'investir. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, l'avenir de la France, elle est dans les mains de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc, il faut leur donner la santé tout de suite. Et il faut leur apprendre. Vous avez des papilles, c'est pour les réjouir quand même. C'est pour vous faire plaisir. Eh bien, il faut que nos enfants, ils apprennent à réjouir leurs papilles. Et du coup, il faut leur donner du bon et leur donner la santé. Et la région et le département ont monté un centre de logistique et demandent aux collèges, aux cantines des collèges et des lycées d'Île-de-France, alors les lycées, ça sera qu'en 2025, de passer par le centre logistique organisé. Et ce centre logistique, il reçoit les commandes des cantines et il a fait un appel d'offres à tous les producteurs avec une partie en bio, une partie en conventionnel. Alors c'est là où la loi Egalim, ils sont obligés de la respecter. Il y a 20% du prix du repas qui doit être, du coût du repas qui doit être en bio. Après, il y a la HVE, etc. Bon, et du coup, il fait vivre les petits producteurs. On a fait partie des producteurs qui ont répondu. Et ça nous permet d'avoir une petite bouffée d'oxygène parce que
ça fait un petit volume. Après, je ne veux pas dépasser 30% de mon chiffre d'affaires, c'est trop dangereux. Hein. Le jour où il y a des vacances scolaires, il faut qu'on ait aussi de quoi... on ne met pas un bouchon sur la mamelle, hein. Donc il faut produire. C'est pour ça qu'on a du fromage, on fait de la tome, entre autres. Et la tome, on dit c'est un fromage de garde, c'est comme le comté, ça peut s'affiner plus longtemps. Donc on ne fait pas de tome pendant les jours de scolarité, puis on fait de la tome les autres moments, les vacances scolaires. Mais... Et je disais au conseil départemental, mais voilà, en fait, par cette action-là, par ce montage, vous allez modifier petit à petit le monde agricole parce que vous développez le circuit court. Et que si le circuit court se développe, c'est l'exemple que je donnais, ferme de 800 hectares, les 200 hectares, il va dire, mais il y a un marché. Et donc, je vais développer. Et on va transformer le monde agricole. Et le petit qui a 200 hectares, il refera de l'agroforesterie parce qu'il en aura besoin pour que ces cultures se marchent bien, qu'il y ait de la fécondité de ces cultures, pour qu'il y ait des abeilles. Moi, j'ai vu un petit lapro, un petit levreau. Il était là. Il y avait une buse qui tournait là. Ah ben, il a vite filé. La buse est arrivée. Il était déjà dans le bois. Et voilà, parce qu'il n'avait pas trop de chemin à faire. Sinon, il était mort. Voilà. C'est pour ça qu'on insiste sur le rôle des citoyens, parce que si on doit compter sur les politiques, en général, ils ne vont pas faire les bons choix, quoi. Ils n'y connaissent rien. Il faut qu'on leur apprenne tout. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Très bien. Eh ben, on va remercier chaleureusement nos intervenants de ce soir. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions judicieuses et très pertinentes. Et puis, une petite information que vous pouvez divulguer. Le 12 et 13 octobre, c'est la région qui organise, et le département, qui organise la balade du goût. Alors, la balade du goût, c'est plein de fermes qui sont ouvertes dans toute l'Île-de-France. Vous tapez labaladedugoût.fr, je crois, et vous avez toute une carte avec des tas de fermes qui sont à visiter le samedi et le dimanche, 12 et 13 octobre. Et donc, si vous voulez voir, si je ne vous ai pas raconté, parce qu'on me dit, mais vous êtes bio-holistique, qui vous contrôle? Mais attendez, hein, on peut être honnête aussi. Hein. Alors moi, le bio, j'ai le droit de le marquer parce que j'ai Veritas qui vient contrôler que je n'ai pas mis de chimie. Mais le holistique, ah ben, je vous raconte ce que c'est. Je vous dis, il faut avoir des animaux et de la culture, il faut que les aliments aient de l'odeur, de la saveur, de la conservation. Que voilà le chemin, le cercle vertueux. Venez chez moi, vous allez me contrôler. Quel est le meilleur contrôle que celui des consommateurs, acteurs? Voilà. Donc venez et entraînez du monde dans nos fermes le 12 et 13 octobre à la balade du goût. Bah, merci pour cette information. Je vais juste... oui, vous avez une dernière question? L'adresse... Ah oui, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre ferme, s'il vous plaît? Alors, c'est Ferme de Beaulieu, Beaulieu, 77 970 Pécy, P-E-C-Y. Si vous tapez domaine de Beaulieu, vous allez trouver plein de choses. J'ai fait des YouTube, j'ai eu plein d'interviews. Et puis, vous pouvez taper la fromentellerie. La fromentellerie, c'est le nom qu'on a donné à la SRL parce que pour faire on a fait appel à des cigales aussi pour financer. Et les cigales, c'est des groupes de personnes qui mettent dans une cagnotte et puis qui vont à la bourse à projet et qui disent « Oh, ce projet, ça m'intéresse, on veut rentrer dedans ». Mais du coup, ils deviennent actionnaires. Donc, il faut faire une société à capital variable parce qu'ils sont là que pour 5 ans. Et puis, ça m'a permis, hein, on a eu 11 cigales qui nous ont soutenus. Et du coup, on a fait la société qu'on a appelée la fromentellerie. Parce que le froment, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Et tellerie, c'est comme la coutellerie, c'est l'artisanat du monde rural. C'est plein de petites mains qui travaillent. Et le paysan était le premier employeur de France. Et donc, il faut refaire ça, il faut retrouver ça. Et il n'y aura plus un chômeur. Merci, messieurs Renaud et de Fromentel. Juste pour vous dire que la prochaine conférence de l'Université populaire d'Arcueil aura lieu mardi prochain, le 8 octobre, sur le thème de logement des décennies de crise successives. Voilà, on change de sujet. Et je vous rappelle le film Anaïs en 2 chapitres qui est projeté cette semaine à Jean Villard, si vous voulez poursuivre un petit peu le sujet. Et également, en novembre, vous aurez un documentaire sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.